La bibliothèque Roger Sibien participe au Printemps des poètes, et ce, notamment grâce au réseau départemental des bibliothèques de Lozère. Donc un événement est organisé comme chaque année, et cette année vous avez choisi d'inviter Robert Picamilio qui est avec nous lui aussi. Bonjour Robert et merci d'être là. Bonjour. Donc Eva, je vais te laisser présenter ton invité. Donc effectivement, on accueille Robert Picamilio pour une rencontre dans le cadre du Printemps des Poètes, qui est donc une manifestation nationale et que la bibliothèque départementale de Presles nous permet d'organiser chaque année, donc en réseau. Et donc Robert Picamilio est d'origine italienne, arrivé en France à l'âge de 10 ans, je crois, ou même... Non, moi je suis né en France. Moi. D'accord, né en France, mais de parents italiens. Ouais. Je suis resté 10 ans italien, c'est-à-dire que mes parents sont naturalisés français quand j'avais 10 ans. Donc je suis né italien et j'ai été naturalisé français dans les années 60. Voilà pour la petite histoire. Et vous avez commencé à publier au départ, et c'était il y a longtemps, parce que c'était dans les années 70, voire 76. 76, je crois. Avec Jacques Brémond. Voilà. Un éditeur qui, je pense, est un peu connu ici, qui a publié plusieurs de vos textes Une vingtaine de textes, avant que vous soyez repérés, après par les éditions Albin Michel, voilà. Pour la publication notamment des chroniques des années d'usine. Voilà, exactement. J'ai jeté un œil à votre bibliographie qui est effectivement impressionnante. Combien d'ouvrages aujourd'hui ? Je suis pas très bon avec les chiffres, j'ai assez de mal avec les mots, mais non, une cinquantaine. Une cinquantaine. À peu près, ouais. Ben, j'ai eu la chance, comme l'a précisé Eva, de rencontrer Jacques Brémond assez jeune. Enfin, j'avais 25 ans à l'époque, 25-26 ans, donc qui m'a fait confiance tout de suite. C'était la rencontre avec un premier éditeur, c'est important, parce que ça permet de vous donner confiance, quoi, voilà, parce que, bon, pour écrire, il faut quand même avoir un peu de confiance en soi. Donc, Jacques Brémond m'a beaucoup incité à travailler, et voilà. Vous avez continué en parallèle et depuis le début à travailler comme ouvrier à l'usine. Oui, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'une cinquantaine d'ouvrages, tout en ayant une vie professionnelle à côté. Et puis pas des plus reposantes, parce que ouvrier métallurgiste... Ouais, c'est un peu sévère comme boulot, mais ce qui m'a sauvé, c'est que les 15 dernières années, je travaillais que le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. C'est-à-dire pendant 20 ans, j'ai travaillé en 3-8. Et dans les années 90, pour produire encore un peu plus de richesses, parce qu'il paraît qu'il faut produire des richesses. Nous, on les voit jamais revenir, hein, mais bon, il faut produire des richesses. En tout cas, pour utiliser au maximum l'outil de production, l'entreprise dans laquelle je bossais, qui est une filiale Renault, hein, donc c'est une grosse société, 4500 employés, donc c'est énorme, on crée des équipes week-end. Et là, je travaillais plus que 2 jours par semaine, samedi et le dimanche, 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche. J'étais concentré sur les 2 jours et tout le restant de la semaine, j'étais chez moi, quoi. Voilà. À ce moment-là, bon, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie privée. J'ai quitté la ville pour aller vivre à la campagne et j'avais une semaine pleine. Bon, déjà, je vivais tout seul et j'avais une semaine pleine devant moi pour écrire, quoi. Donc de la poésie, ça en avait fait hurler quelques-uns à l'époque quand j'avais dit ça. J'en avais le sentiment d'en avoir fait un peu le tour, c'est-à-dire que je sais pas comment dire, mais j'avais plus vraiment de plaisir à en écrire, quoi. Bon, quand même, écrire, il faut avoir du plaisir, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Sinon, je vais à la pêche. Et je me suis dit, je vais écrire un roman. J'avais jamais écrit de roman. Je me suis dit, bon, tu peux essayer. Si au bout de 50 pages, tu te plantes, bon, c'est pas grave. Je veux dire, on s'est tellement planté dans la vie que... Et bon, j'ai écrit un roman, et le plus mauvais roman que j'ai écrit, le plus mauvais livre que j'ai écrit d'ailleurs, qui s'appelle La Station-Service, et qui a été publié par Albin Michel. Donc j'avais envoyé un peu à différents éditeurs, et tout d'un coup, Albin Michel, un jour m'appelle pour me dire, voilà, on a beaucoup aimé votre livre, est-ce que vous pouvez venir à Paris pour discuter, tout ça. Donc voilà comment ça s'est fait. Et derrière, ils ont publié les chroniques des années d'usine. Et pourtant, j'ai relevé ou trouvé sur Internet un petit mot d'un directeur d'école quand vous étiez enfant qui dit de vous, élève turbulent et indiscipliné, il n'y a rien de bon à en attendre. Ouais, on n'en fera jamais rien de bon. Ouais. Non, mais c'est... Enfin, moi, je ne suis pas resté du tout longtemps dans le milieu scolaire. Hein. J'ai quitté l'école à 14 ans. Parce qu'à l'époque, l'âge légal de l'école, c'était 14 ans, c'était pas 16. Enfin, j'ai pas quitté l'école, on m'a foutu dehors, plus exactement. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Et comment vous êtes venu peut-être à l'écriture ?
alors que justement, c'était pas apparemment l'école qui vous, branchez le plus, ou vous interpellez le... Moi, l'école, j'ai rien appris d'essentiel. Enfin, j'ai appris à lire et à écrire. Et moi, je venais d'un milieu... je viens d'un milieu, plus exactement. Mon père et ma mère, donc, étaient immigrés italiens. Ils ne savaient pas lire et pas écrire. Donc, il n'y avait aucun livre à la maison. Bon, si vous ne savez pas lire, vous n'avez pas acheté des livres. Hein, pourquoi faire? Donc... très vite, j'ai commencé à lire Prévert, des choses comme ça. C'était presque interdit, quoi. Nous, je me souviens, avec mes frères, on allait lire au WC, quoi. On se planquait dans les WC. Mon père a toujours considéré que lire, c'était des temps de perdu, quoi. Qu'on avait mieux à faire dans la vie que de lire des livres. Bon, il avait le droit de penser ça, hein, c'est pas le problème. Puis, à l'époque, c'était facile. En tout cas, nous, on n'avait pas d'argent pour acheter des livres, hein. Même si on travaillait, on bossait avec mes frères, mais on posait l'enveloppe sur la table. Donc les livres, j'ose le dire, on les piquait dans les librairies. Bon, à l'époque, ça sonnait pas. Aujourd'hui, piquer un truc, il y a le GIGN qui arrive, machin. Donc voilà. Et un jour, par hasard, c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que ça va être déterminant pour toute la suite de ma littérature. Je vole un livre, un peu par hasard, enfin pas tout à fait par hasard d'ailleurs. C'est Tristan Tzara, L'homme approximatif. Alors, pourquoi celui-là? Déjà, je trouvais que le titre était superbe, quoi. L'homme approximatif. Ouais, j'avais jamais trop lu ça, quoi. Puis Tristan Tzara, je trouvais que c'était très beau comme nom, quoi. Bon, j'ai appris bien plus tard que c'était pas son vrai nom. Et ce livre-là, je le lis depuis 50 ans, quoi. Et chaque fois que je pars, j'ai un exemplaire dans mon sac, par exemple. Là, je suis en Lozère depuis mardi. C'est un peu ma Bible, enfin, mon talisman, enfin. Et je me replonge dedans chaque fois, et ce genre de livres, ils sont rares, ces livres-là. Vous n'avez jamais fini de les lire, quoi. Chaque fois que vous les relisez, vous découvrez des choses dedans que vous n'aviez pas vues la fois précédente. Et très vite, j'ai su que je voulais que je voulais essayer de devenir un écrivain. Je continue aujourd'hui à essayer de devenir un écrivain. J'ai aussi coutume de dire que je pense pas qu'on ait assez d'une vie pour devenir un écrivain. Donc voilà. Puis c'est une vraie passion. Enfin, je veux dire. Et vous avez écrit donc de la poésie, du théâtre, des romans, des nouvelles. Est-ce qu'il y a un genre qui vous est le plus proche ou dans lequel vous vous sentez le mieux en écriture? Actuellement, j'ai un projet de roman. C'est trop tôt pour l'écrire. C'est un roman sur ma mère, tout simplement, parce que ma mère est décédée il n'y a pas très longtemps. Je vais écrire un livre autour de son histoire, parce qu'elle avait une histoire absolument incroyable. Mais c'est trop tôt encore, il faut que les choses se posent. J'adore écrire des nouvelles. Parce que les nouvelles, je travaille sur une série de nouvelles en ce moment. Parce que les nouvelles, vous avez entre 4 et 6 pages pour tout dire. Puis vous avez intérêt d'être bon, hein, parce que s'il y a une demi-page qui est mauvaise, on voit plus que celle-là. Et plus j'avance en écriture, et plus j'épure, et plus je vais à l'essentiel. Sans doute parce que je vieillis et que je pourrais sans doute pas écrire autant de livres à 65 ans que j'en ai écrit jusqu'à maintenant. Donc inconsciemment, j'épure et je vais à l'essentiel. Donc je me complais beaucoup dans les nouvelles, quoi. Par exemple, puisqu'on parle de nouvelles, une des dernières publications aux éditions Apogée, a pour titre Funeste Fantaisie, et donc une série de nouvelles et de portraits qui sont, en même temps, on se demande aussi la part d'autobiographie qu'il y a dedans, autant le portrait du père, du frère, de femmes rencontrées. Quel lien peut-être entre cette part autobiographique et les portraits qu'on retrouve par exemple dans ce recueil de nouvelles? Dans Funeste Fantaisie, il y a une part d'autobiographie, je vais y arriver. Je pars sur des histoires vraies, quoi, enfin, la plupart du temps. Donc il y a une partie réelle et une partie purement inventée, quoi. Voilà. Où le portrait, le recueil de nouvelles s'ouvre aussi sur le portrait d'un père ou du père, qui peut avoir des ressemblances italiennes aussi, qui parle peu, qui travaille beaucoup, qui n'est pas dans la familiarité avec les mots et le langage. Mon père était comme ça, ouais. C'est-à-dire que moi, il me faut 45 phrases pour dire un truc. Lui, il fallait deux mots, quoi. Puis il fallait les choper, parce que sinon, c'était trop tard. C'était un taiseux, quoi. Enfin, c'était des bûcherons bergamasques, élevés à la dure. Mon père a toujours dit
Moi, je suis seul au monde depuis l'âge de 11 ans. C'est-à-dire que 11 ans, c'est l'âge de mon fils. J'ai un petit Mathéo qui a eu 11 ans au mois de janvier. C'est l'âge de mon fils aujourd'hui. Et des fois, je regarde Mathéo, je me dis, mais mon père, à 11 ans, il est parti avec son propre père faire le bûcheron en France. Et j'ai toujours entendu dire ça. Moi, je suis seul au monde depuis l'âge de 11 ans. Alors ça, c'est de la littérature. Après, il faut en faire de la littérature. Bon, après, c'est le travail de l'écrivain, ça, d'essayer de... Voilà. Et il y a eu aussi Bergame, le voyage à Bergame, Cap au Nord, qui raconte aussi, c'est un même texte, donc vous avez des fois, il y a en tout cas un même matériau pour le texte qui s'est transformé aussi dans le temps et qui raconte aussi le voyage d'un fils qui va ramener le père décédé, le corps du père, pour pouvoir ramener les cendres ou le corps en Italie. Voilà, c'est une histoire. Moi, j'ai toujours eu pas mal de difficultés. Le rapport à l'identité, ça a toujours été quelque chose de très compliqué chez moi. Pendant très longtemps, j'ai refusé mon identité italienne. Bon, pourtant, moi, mon père et ma mère étaient italiens, hein, donc même si après je suis devenu français, pendant longtemps, je l'ai rejeté. On en parlait en lecture hier soir. Moi, j'avais honte de dire que je m'appelais Picamiglio, quoi. Il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque. Hein. Bon, aujourd'hui, on est bien d'accord que j'ai mis très longtemps à accepter ça. Bon, alors après, quand j'ai commencé à publier des livres, que j'avais mon nom dans le journal, bon, parfois il manquait un C. Bon, Picamiglio, il y a 2 C. Hein. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Hein. Bon, ça me faisait hurler quand je voyais qu'il manquait un C. Je disais, mais merde, il pourrait quand même l'écrire correctement. Donc je me suis réconcilié un peu avec ma double identité. En plus, j'ai presque envie de dire que l'identité est triple, parce que mon père était bergamasque, donc c'est le nord de l'Italie, la Lombardie, et ma mère était napolitaine. Donc ça n'a rien à voir ensemble. Enfin, je veux dire, c'est 2 mondes complètement opposés. Enfin, en tout cas, à l'époque, bon, maintenant, sans doute un peu moins, mais quand mon père et ma mère se rencontrent, par exemple, ils ne parlent pas la même langue. Ils sont italiens tous les deux, mais chacun d'eux parle un dialecte qui est incompréhensible et pour l'un et pour l'autre. Moi, je n'ai jamais entendu parler italien à la maison. Hein. J'ai toujours entendu parler français. Donc, ce qui explique que je ne parle pas italien. Alors, tout le monde se fuse. Comment tu ne parles pas italien? Bah non, je ne parle pas italien. J'ai assez de mal avec le français. Donc... Je ne vous pose pas cette question de quelle est pour vous la langue maternelle. Non, c'est le français. C'est le français. Non, mais j'adore la langue française. Je trouve c'est une langue qui est riche et qui on peut triturer la syntaxe. Moi, je m'amuse beaucoup à triturer la syntaxe. Bon, pour la triturer, il faut la connaître, hein, parce qu'on peut pas détourner quelque chose qu'on connaît pas. Donc, je travaille beaucoup sur la syntaxe. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le style. Enfin, je veux dire, ce qui me semble essentiel dans un texte, c'est le style. Après, les histoires qu'on raconte, c'est secondaire. Je veux dire, elles ont toutes été racontées. À partir du moment où vous avez lu l'Odyssée d'Homère, on peut pas faire mieux après ça, quoi. Donc, et puis, je suis aussi un peu pour la non-compréhension. Ça fait du bien de temps en temps de pas comprendre, de lire des choses. Et on est tellement obsédé par cette idée de comprendre. Ça fait du bien parfois de se laisser porter par la beauté du langage et par Tristan Tzara, c'est ça, hein. Je veux dire, quand Tzara écrit l'eau de la rivière a tant lavé son lit que même la lumière tombe sur l'onde lisse et tombe au fond avec le lourd éclat des pierres. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? On s'en fout complètement, quoi. C'est tellement beau. Juste cette phrase, l'eau de la rivière a tant lavé son lit. Il n'y a pas besoin de comprendre. On s'en fout. Ça vous déclenche au niveau de l'imaginaire. Bon, voilà. Tristan Tzara, par exemple, je connais par cœur, écrit à un moment donné une maladie que nous cultivons, une seule maladie, la mort. Et si je meurs, c'est la mort qui me portera dans ses bras imperceptibles et fins, comme l'odeur des départs. Nous partons avec les départs, arrivons avec les arrivées, les cloches sonnent sans raison, et nous aussi. Putain, ça, c'est... Moi, je pleure quand je lis ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre vraiment là-dedans? C'est très secondaire. Est-ce que vous avez envie de parler de ça, de transmettre ça? Est-ce qu'il y a aussi un rapport avec les scolaires, avec les jeunes sur ce qu'est la poésie et comment on y vient? Mais j'aime j'aime beaucoup intervenir en milieu scolaire. J'essaye de prendre un peu
à contresens ce qu'on leur apprend, quoi. La première chose que je leur dis en général, le mot travail n'est pas un mot obscène. Il existe encore dans le dictionnaire à la lettre T. D'accord ? Qu'est-ce que c'est écrire un livre, monsieur ? Question à poser. Monsieur, combien de temps vous mettez pour écrire un livre ? Alors ça, c'est une question qui vient à chaque fois. On ne peut pas calculer combien de temps. Moi, les livres, je les écris dans la tête d'abord. Hein. Ils s'écrivent dans la tête et après, je les écris sur le papier. Deuxièmement, pour écrire un livre, il faut un petit peu de talent. Bon, allez, 5%, quoi, à peu près. Hein. 10, si je suis de bonne humeur, et tout le reste, c'est du travail. Voilà. Funeste Fantaisie qu'évoquait Eva, il y a, je sais pas, 15 nouvelles ou 16, je sais plus exactement combien. Moi, j'ai dû en écrire une trentaine, quoi. Il y en a 14 que j'ai balancé à la poubelle, parce que je garde pas les choses, moi. Donc j'aime bien intervenir en milieu scolaire parce que j'ai un discours qui fonctionne bien, c'est-à-dire que je leur dis dans la vie les choses elles sont possibles. D'accord ? Bon, après ça vous appartient à vous. Alors écoutez, c'est important d'écouter ce qu'on a à vous dire les profs. Je suis encore à l'écoute moi. Donc aux élèves je leur dis ça. Alors, déjà c'est important d'écouter vos profs, d'écouter vos parents. N'oubliez pas d'écouter ce que vous avez en vous, quoi. Parce que ça n'appartient qu'à vous. N'oubliez pas de l'écouter. Voilà. Après, vous pouvez en faire quelque chose ou ne rien en faire. Hein. Moi, après, je suis pas... Voilà. Moi, je suis un exemple flagrant. Je leur dis, voilà, mon père, ma mère, ne savaient pas lire, pas écrire. Moi, j'ai écrit 50 livres. Comme quoi, les choses sont possibles. Après, elles vous appartiennent. Il faut vous donner les moyens à vous. Hein. Pas attendre sur vos parents, sur vos profs, sur... non, tout ça. Voilà. Robert Picamilio, plus de 50 ouvrages. Si on vous découvre, par quel ouvrage vous découvrir ? Est-ce qu'il y en a un que vous conseillerez pour une rencontre avec votre écriture ? Celui que je n'ai pas encore écrit. Le prochain ? Moi, Paul, je trouve que... Bon, c'est peut-être parce que c'est le dernier publié, mais je trouve que je pousse encore plus loin à la fois le style. Puis je répète, il ne s'agit pas de... Je me base pas sur ma propre vie pour l'écrire, celui-là. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de sortir de mes propres questionnements, mes propres regrets, de mes propres erreurs, partir sur un personnage qui n'a strictement rien à voir avec moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et je suis un peu là-dessus en ce moment, parce qu'en plus le spectacle vient d'être monté, donc voilà. Mais c'est un texte très dur, hein, mon petit Mathéo qui a 11 ans, qui est venu voir le spectacle vendredi, m'a dit, je t'en veux d'écrire des choses aussi tristes, aussi noires, aussi... ça parle que de la mort et tout. Je dis, oui, c'est vrai, bon. À 11 ans, qu'est-ce qu'il est capable de comprendre, je sais pas trop, mais bon. Et comme je disais à Eva tout à l'heure, comme ma mère est décédée il y a pas très longtemps, il m'a même dit, ah, mais t'as écrit ça parce que mamie est morte. J'ai dit, non, mais je l'avais écrit avant, donc ça n'a rien à voir avec ta mamie. Bon, il s'avère que ta mamie est morte, certes, mais moi, Paul, d'ailleurs, c'est très étonnant, parce que j'ai reçu, Jean-Claude m'a envoyé par la poste, comme il a fait l'habitude de faire, 2 exemplaires. Il est arrivé le jour du décès de ma mère. Ma mère est morte un mercredi dans la nuit, et bon, après, on a s'occupé de tout le bazar qu'il faut s'occuper. Quand je suis remonté à la maison le jeudi à midi, il y avait le livre dans la boîte à lettres. C'est étonnant, mais bon. Voilà. Les coïncidences de la vie. Oui, je sais pas si c'est... Je crois pas au hasard, moi, par ailleurs, mais je crois que les choses s'inscrivent dans chaque événement, chaque action qu'on produit amène à autre chose. Enfin, bon, voilà, je crois beaucoup à ça. Bon, peut-être que je tors, hein, mais le hasard, ça n'existe pas, je veux dire. Ça serait trop facile. En tout cas, c'est pas le hasard qui vous a ramené jusqu'ici, c'est Eva. Merci Eva d'être venue avec Robert Picamilio à Radio Barthès. Et merci à la bibliothèque de Florac de permettre ces rencontres avec des auteurs, des écrivains. Et je vous remercie aussi tous les deux. Merci. Et à Robert d'être venu jusqu'ici et Cécile de nous avoir accueillis pour l'émission et l'interview. Merci encore à tous les deux.